On traitait le millionnaire de fou pour l'avoir adopté, mais elle s'est révélée être un véritable génie. Quand le monde s'effondre, ce n'est pas toujours bruyant ni tragique, parfois c'est froid et calculé. Et dans ces moments-là, il ne reste à l'homme que le silence. James Reynolds était milliardaire, un leader, le fondateur d'un empire financier. Mais un jour, il se réveilla, non pas dans un gratte-ciel, mais dans un modeste appartement, avec un seul dollar en poche et sans réponse à la question essentielle. Pourquoi continuer à vivre? Son nom était James Reynolds, et il y a à peine un an, ce nom inspirait respect, envie, peur et imitation. Sa société, Rintec Finance, gérait des actifs d'une valeur si élevée qu'il était difficile de la lire en chiffres d'un seul coup d'œil. Mais tout cela était désormais réduit en poussière. Il était assis dans la cuisine délabrée de son appartement loué. Une tasse de café instantané bon marché trônait sur la table, avec un bout de papier trempant au fond. Tout, comme lui, semblait fatigué et inutile. 8 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Victor Blackwood, son partenaire, cofondateur et supposé ami, lui avait souri en face avant de disparaître le lendemain avec des milliards, entraînant Rintec dans un effondrement contrôlé. Les téléphones cessèrent de sonner, les avocats partirent, les amis l'oublièrent, et la presse fit de lui le symbole de la chute. On donna même son nom à un syndrome, le syndrome Reynolds, désignant le désastre causé par une confiance aveugle en un partenaire. Tout avait commencé, comme souvent, de l'intérieur. L'algorithme contrôlé par le système Talon, fruit de longues années de travail, avait commencé à agir étrangement. Erreur système, vente panique, blocage de liquidité. En 3 jours, Rintec avait cessé d'exister, et Victor s'était volatilisé. Ce jour-là, James était sorti de chez lui presque machinalement. Il faisait froid, l'air lui mordait la peau. Il savait qu'il ne lui restait qu'un billet d'$1 juste pour se souvenir d'où tout avait commencé. $1, une idée, un rêve. Il s'arrêta près du métro, où une fillette d'environ 8 ans était assise. Devant elle, une boîte en carton et une dizaine de grues en papier. Une pancarte écrite d'une main tremblante disait « Origami une grue, $1 pour soigner ma grand-mère ». Il s'apprêtait à passer son chemin, mais les yeux de la fillette sombres, sans peur ni pitié pour elle-même le stoppèrent. Ce n'étaient pas des yeux d'enfant, mais ceux de quelqu'un qui avait trop vécu. « Combien pour tout ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux, haussa les épaules. « Si vous prenez tout, disons $8. Mais ma grand-mère n'aime pas quand je fais des rabais. » James sortit son dernier dollar. « Je n'ai qu'un seul billet. Mais je peux acheter une grue. Et t'offrir un déjeuner. » Elle réfléchit un instant, puis hocha la tête. Ils s'installèrent dans un petit café. La fillette ne demanda pas la carte. Elle savait ce qu'elle voulait, du sarrasin et une boulette de poulet. Pendant qu'elle mangeait, James regardait distraitement par la fenêtre, mais il remarqua qu'elle dessinait sans s'arrêter sur une serviette. Il se pencha et resta figé. Des intégrales, des graphes, des suites numériques, des équations complexes ou toutes parfaitement logiques, sans la moindre erreur, écrites d'une main assurée, comme un mathématicien. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Sophia. »« Tu aimes les maths ?»« J'en rêve » répondit-elle sans lever les yeux. « Quand ma grand-mère est à l'hôpital, je compte. Les chiffres, c'est l'ordre. Ça veut dire que tout peut encore être remis en place. » Il ne savait quoi dire. Son esprit, autrefois capable d'analyser les flux financiers en temps réel, ne pouvait penser qu'à une chose, ce n'était pas une enfant ordinaire. C'était un miracle. Une semaine plus tard, Sophia vivait déjà chez lui. Il prit son courage à 2 mains et contacta une ancienne connaissance, Margarita, une travailleuse sociale. Il lui raconta la vérité, remplit les papiers et déclara franchement « Je ne veux pas juste l'accueillir temporairement. Je veux qu'elle reste avec moi. » Margarita le regardait avec scepticisme. Sa réputation était en ruine, il n'avait plus de revenus. Le tribunal refusa même d'écouter son dossier. Mais ensuite, ils virent Sophia avec lui. Ils virent comment elle tenait sa main, comment elle le protégeait sans rien demander en retour. Et le tribunal leur accorda une garde temporaire. Sophia entra dans une école ordinaire. La première semaine, elle corrigea le professeur de mathématiques. La deuxième, elle remporta le tournoi municipal. La quatrième, elle dirigeait un club pour les lycéens.
Mais le soir, après les devoirs, elle s'asseyait devant son ordinateur portable et jouait avec les chiffres, données boursières, graphiques, algorithmes. Pour elle, c'était une langue maternelle. Un jour, James se réveilla au milieu de la nuit. Il la trouva à son bureau, fronçant les sourcils devant l'écran. Elle se tourna vers lui et dit « Tu n'es pas tombé. On t'a poussé. J'ai des preuves. » D'abord, il n'y crut pas. Mais quand elle lui montra les journaux d'erreurs et un cycle étrange répétitif dans l'algorithme, qui ne pouvait pas apparaître par hasard, il comprit, Victor ne l'avait pas seulement trahi. Il avait implanté un virus dans le système, destiné à tout détruire et à transférer les actifs selon un scénario prédéfini. À ce moment-là commença une histoire à laquelle personne ne s'attendait. L'histoire d'un ex-milliardaire et d'une petite fille aux grues en papier qui décidèrent de rétablir la justice. Pas par vengeance, mais pour que plus jamais des gens comme Victor Blackwood ne puissent briser des vies en toute impunité. Sophia était assise sur le rebord de la fenêtre, rongeant un crayon. Derrière elle, une pile de papier, calculs, schémas. James, debout dans l'embrasure de la porte, la regardait. Il se sentait étrange chez lui, mais encore comme un invité dans sa propre vie. Les murs étaient toujours les mêmes, peinture écaillée, odeur de vieux parquet, lumière tamisée. Mais avec son arrivée, un sens s'était installé entre ces murs. Sophia se retourna. « Je ne comprends pas, dit-elle. Pourquoi personne n'a vu ça plus tôt? Tout est pourtant clair dans les logs. » Parce qu'il regardait avec les yeux, pas avec la tête, répondit James. Ou peut-être qu'il ne voulait pas voir. Elle hocha la tête, comme si elle le savait depuis toujours. Tu savais que dans 80% des cas d'effondrement financier, on trouve des anomalies algorithmiques jamais expliquées? On les glisse juste sous le tapis. Maintenant, je le sais, répondit-il avec un sourire. Sophia, tu sais que tu es spéciale, n'est-ce pas? Je fais juste attention à ne pas me laisser distraire, répondit-elle en haussant les épaules. J'aime réfléchir. Ma grand-mère avait toujours une phrase accrochée sur le frigo. Le cerveau est la seule chose qu'on ne peut pas te prendre si tu le développes. Le lendemain, ils retournèrent à l'école. James lui tenait la main, et pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment de marcher vers quelque chose. Elle ne lâcha pas sa main, même à l'entrée. Et à ce moment-là, il comprit, elle était sa famille. Pas par le sang, mais par une décision, par un choix. Rentré chez lui, il ne laissa pas place au doute. Il appela à nouveau Margarita. Elle mit du temps à répondre, la voix sèche. « Je vais déposer les papiers pour l'adoption. Officiellement. » James. Elle hésita. « Tu es sûr de toi? » « Je n'ai jamais été aussi sûr. » Les premières audiences furent humiliantes. Le procureur posait des questions avec insistance. « De quoi comptez-vous subvenir à ces besoins? Vous n'avez plus d'entreprise, ni de biens, ni même de revenus stables. Ne serait-elle pas mieux dans une famille aisée? Vous savez que votre réputation est compromise? » Mais Sophia intervint. Sans autorisation, sans y être invitée, elle se leva et dit « Si vous m'envoyez chez des étrangers, je m'enfuirai et je reviendrai. Il n'est pas parfait, mais c'est mon humain. Et c'est plus important que tout ce que vous pouvez offrir. » Le juge la regarda par-dessus ses lunettes, puis regarda James, nota quelque chose. 1 heure plus tard, la décision tomba, la garde temporaire prolongée, le dossier transféré en vue d'une adoption. « Tu sais ce que tu as fait? » demanda James ce soir-là, alors qu'il mangeait des pâtes au fromage. « Oui. J'ai enfreint le protocole. Mais je ne suis pas désolé. » Elle saupoudra ses pâtes de basilic sec. « Pourquoi? » Parce que quand tu étais au tribunal, tu gardais ton poing fermé, pour ne pas montrer que tu avais peur. Et moi je sais, si un adulte a peur, c'est qu'il veut quelque chose de vraiment important. Et moi, je suis ton vraiment important. Il ne dit rien. Il la prit simplement dans ses bras. Elle ne résista pas. Sophia continuait à évoluer à une vitesse incroyable. Même la directrice de l'école abandonna, elle approuva un transfert vers un programme individualisé. Une université spécialisée lui proposa de rejoindre un programme pour enfants surdoués. Sophia refusa. « J'ai un projet plus important. Il faut qu'on découvre qui t'a volé ta vie. »
Ce soir-là, elle était encore assise devant son ordinateur portable. James s'approcha. « Qu'est-ce que tu cherches ?»« Des modèles de comportement algorithmique, » répondit-elle. « Je pense que Victor a utilisé un mécanisme de défaillance prédictive. » C'est quoi? Un algorithme qui ne réagit pas seulement au marché, mais provoque des actions spécifiques chez d'autres algorithmes. Comme un virus, il contamine les autres par son comportement. Et au bon moment, il déclenche une panne en cascade. Et c'est prouvable. Oui, si on a accès au code source ou aux journaux système. Mais on ne les a pas. James se figea. Peut-être que je sais qui pourrait les avoir. Qui? Il hésita. Sarah, mon architecte en chef. Elle est partie 2 semaines avant l'effondrement. Sans scandale. Sans explication. Je pense qu'elle avait des soupçons. Sophia s'anima aussitôt. Alors il faut lui parler. Contacter Sarah ne fut pas simple. Son numéro ne fonctionnait plus. Son email était inactif. James prit une décision, il alla à son ancienne adresse. Une maison dans un quartier calme, bordé de grands arbres et de clôtures vertes. Il ne s'attendait pas à la trouver. Mais la porte s'ouvrit. Et il la vit. Sarah n'avait pas changé. Toujours droite, concentrée, le regard vif, les mots précis. « James, » dit-elle calmement, « je savais que tu viendrais. » « Tu savais. »« Je me doutais. C'est pour ça que je suis parti. »« Tu as gardé les journaux ?»« Seulement des copies. Je ne suis pas idiote. » Dans la chambre de Sophia, une carte était accrochée au mur. Pas une carte géographique, mais une carte de connexion. Des lignes entre entreprises, fonds, sociétés offshore anonymes, intermédiaires numériques. On aurait dit une photo satellite du ciel nocturne. Mais au centre, un point focal, le nom Blackwood. Sophia suivait les lignes du doigt. Regarde, ces 4 sociétés aux îles Caïmans n'ont aucun lien officiel. Mais elles ont toutes la même structure d'investissement. Une plateforme de trading basée en Lettonie. Et qui l'a fondée? Un certain Gareth Stoltz. Le comptable de Victor Blackwood. Son nom est apparu dans la dernière phase de l'effondrement de ta société. James écoutait en silence. Il avait peur. Mais il ne pouvait plus s'arrêter. Tu es sûr que ce n'est pas une coïncidence? Une coïncidence, c'est quand 2 événements sont aléatoires. Mais quand 7 points s'alignent avec une suite d'événements, ça s'appelle une corrélation. Sarah ajouta. J'ai vérifié ton ancien serveur terminal à distance. Quelqu'un s'est connecté 2 jours avant la panne. Le protocole était falsifié, mais l'écriture du code le trahit. C'était Victor. Ou quelqu'un utilisant ses clés. Ils commencèrent à rassembler les pièces du puzzle. Sarah pirata d'anciennes archives, retrouva des copies de sauvegarde des opérations. Sophia les analysait, construisant la chaîne de dépendance. James rédigeait un dossier juridique, rassemblant les documents pouvant servir de preuve. Mais ils ignoraient encore une chose. Quelqu'un les observait. Le soupçon naquit par hasard. Sophia avait oublié son carnet dans le salon. Et Margarita, venue pour une nouvelle inspection, l'ouvrit sans permission. James la surprit. Elle s'excusa aussitôt, plaisanta. Réflexe professionnel. Mais James sentit quelque chose. James jouait autrefois au poker au plus haut niveau, et il savait reconnaître un bluff. Ce qu'il fit ensuite aurait jadis été pris pour de la paranoïa. Il vérifia les antécédents de Margarita en utilisant ses anciens canaux. Les informations arrivèrent le lendemain. Margarita n'était pas une employée officielle du service social, mais une consultante externe liée à une fondation connectée à l'un des anciens partenaires de Blackwood. Il contacta immédiatement Sarah et Sophia. On nous écoute. Tout ce qu'on dit, ce qu'on fait. Il est probable qu'elle ait eu accès à tout ce qu'on a transmis au tribunal et au service de protection de l'enfance. Sophia hocha la tête. Alors, on active le plan de secours. Lequel? Elle sourit. Le chiffrage. J'ai déjà écrit le protocole. Toutes les données seront automatiquement dupliquées dans le cloud, déguisées en archives de tests scolaires. Comme ça, personne ne se doutera de rien. Même si on nous confisque le matériel,
l'information sera déjà ailleurs. Ailleurs où? Dans une douzaine de boîtes anonymes. L'un d'eux est mon propre canal sur un forum scientifique. S'il le faut, je publierai tout en accès libre. Sarah la regarda avec respect. Tu n'as rien à faire dans une école. Il te faut ta propre agence. La justice d'abord, répondit calmement Sophia. Le lendemain, Margarita revint avec son sourire habituel et une tablette de chocolat pour Sophia. Comment vas-tu, ma chérie? Sophia accepta le chocolat et dit doucement. Merci. Mais la prochaine fois, apportez une mandarine. Le chocolat abîme les dents. C'était une phrase convenue à l'avance à Signal. Dès que Margarita partit, ils firent leurs valises. Le plan d'évacuation était simple. James restait en ville, poursuivait sa vie comme d'habitude, continuait à parler avec Margarita, simulant que tout allait bien. Sophia et Sarah partaient dans un lieu sûr, la maison de Sarah à la campagne, sans réseau, sans caméra, à l'abri des regards. Tous les fichiers étaient chiffrés, accessibles uniquement avec des mots-clés que seule Sophia connaissait. La dernière partie du plan était la préparation à une divulgation publique. Ils se séparèrent à la gare. James serra Sophia dans ses bras. Elle était calme, trop calme pour une enfant. Tu reviendras, c'est certain. Mais seulement quand tu seras prête à parler au monde entier. Je suis déjà prête. Non, tu le seras quand tu auras toute la vérité. Jusqu'au bout. Il acquiesça en silence et, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'on croyait en lui, sans condition, sans garantie. Une semaine plus tard, James reçut une lettre sans adresse de retour. À l'intérieur, une clé USB et un mot, nous sommes proches. Il ne reste plus grand-chose. Attends le signal. Il inséra la clé dans son ordinateur. À l'écran, un code complexe, presque vivant. Au centre, un nom de fichier. Phoenix version 1 Sophia. À la vieille ferme de la campagne, au milieu des herbes folles et des lignes électriques bourdonnantes, Sarah installait une antenne. Ses gestes étaient rapides et précis. Sophia, elle, était assise dans une grange, entourée d'ordinateurs portables, de câbles et de disques durs. Son visage était éclairé par la lumière pâle de l'écran où s'affichaient les lignes de code, semblables à un flot vivant. Le périmètre est sécurisé, dit Sarah. Brouillage activé. Caméra masquée. Alors, où en es-tu? Presque fini. J'ai créé un algorithme qui ne se contente pas d'imiter ce que faisait Blackwood. Il le lit, l'analyse, et reproduit ses schémas en temps réel. Nous aurons une modélisation exacte de la manière dont il a fait couler la société. Et des preuves. Mathématiques. Irréfutables. Et le tribunal saura-t-il les comprendre? Sinon, je leur ferai des dessins. Pendant ce temps, en ville, James continuait à jouer son rôle. Il réapparaissait aux conférences, aux séminaires, aux dîners d'anciens financiers. Il savait qu'on parlait de lui. Certains par pitié, d'autres par curiosité. Il ne se justifiait pas. Il écoutait. Et, peu à peu, il laissait filtrer des indices. On sait tous que la chute de Ratek n'a rien eu de naturel, murmurait-il dans les couloirs. Quelqu'un a orienté le cours. Quelqu'un a parié sur la chute. Il voyait les visages se crisper. Certains buvaient leur whisky d'un trait, d'autres détournaient les yeux. Quelques jours plus tard, un ancien contact l'appela. « Tu veux rester en vie, James? Tais-toi. Ce n'est pas la bourse ici, c'est une partie d'échecs. » Alors jouons-la, répondit-il, avant de raccrocher. Sophia avait terminé son prototype. Un algorithme analytique auto-apprenant, capable de détecter en temps réel des anomalies dans les comportements des systèmes de trading, de pointer les sabotages intentionnels et d'identifier les liens entre les acteurs. On peut l'utiliser comme un bouclier, dit-elle. Si on le rend public, il sera adopté partout. Il deviendra la norme. Et même s'ils veulent nous faire taire après ça, il sera trop tard. Ça va déclencher une tempête, fit remarquer Sarah. Les entreprises vont perdre des milliards si des preuves de manipulation ressortent. Justement. Il faut agir vite, répliqua Sophia. En parallèle, ils assemblèrent le dossier Blackwood. Plus de 300 pages de documents, de journaux, de schémas de transfert, de sociétés écrans et de correspondances. Ils l'envoyèrent via plusieurs canaux anonymes, à des journalistes,
à des autorités de régulation, et même à un groupe privé d'anciens employés de Ratec, potentiellement victimes de l'escroquerie. L'étape finale nécessitait une diversion. James eut une idée, faire croire qu'il avait retrouvé tout le monde et qu'il était prêt à négocier. Il recontacta celui qui l'avait prévenu plus tôt. « J'ai des données. On peut régler ça discrètement. La moitié des actifs, et je disparais. » La réponse va le lendemain, à rendez-vous. Lieu, un restaurant sur le toit d'un club privé. Soirée douce, vent tiède. Blackwood arriva en costume sombre, sans garde du corps, le visage calme, presque indifférent. « James, dit-il. Je dois dire que tu m'as surpris. Je suis en vie. Et je n'ai rien oublié. Tu veux de l'argent? Non. Fais-moi une offre. » Blackwood le fixa. La moitié, via une chaîne de fonds de confiance, sans trace. En échange, tu disparais. Et les filles aussi. James fit une pause. Puis dit. Et si je refuse? Alors tu mourras. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas littéralement, mais tu disparaîtras. Et personne ne se souviendra de toi. Les gens comme toi ne survivent pas. James sourit. J'ai déjà survécu. Tu ne l'as juste pas remarqué. Il se leva et partit. Le lendemain matin, l'algorithme de Sophia fut publié sur toutes les grandes plateformes scientifiques et financières. Il était accompagné d'un manifeste. Ce code n'est pas une arme, c'est un miroir. Si vous avez peur d'y regarder, c'est qu'il vous est nécessaire. Nous ne prenons pas la guerre. Nous appelons à l'honnêteté. Le fichier se propagea dans le monde entier. Commentateurs, experts, investisseurs, tout le monde en parlait. On le testait, on le lançait, et presque immédiatement, des anomalies apparurent dans différents systèmes, dans divers pays. En parallèle, le dossier Blackwood fut transmis à la Commission des valeurs mobilières, à la police financière et à 4 grands médias indépendants. L'un d'eux, La Voix du Capital, publia aussitôt une enquête. 3 jours plus tard, Blackwood fut arrêté. Ses avoirs furent gelés, des contrôles massifs commencèrent. Les anciens employés de Ratec, qui avaient prouvé avoir tout perdu à cause d'un complot, reçurent enfin une chance d'être indemnisés. Mais le plus important, c'est que personne ne put cacher qui avait conçu l'algorithme. Le nom de Sophia apparut partout, non pas comme un génie, mais comme un symbole. On l'appelait « la fille qui a stoppé le chaos ». Et même si elle détestait les gros titres, elle savait que le monde avait changé. Quand James revint à la maison, elle se jeta dans ses bras, comme le premier jour, quand ils étaient allés manger du sarrasin et une boulette de poulet. « On l'a fait, on a commencé, dit-il. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Victor Blackwood. Les médias parlaient encore, non seulement des révélations, mais aussi de la nouvelle sensation, la publication d'un algorithme conçu par une fillette de 11 ans, capable de surpasser des équipes entières d'analystes. La réputation de James Reynolds commençait à renaître. Pas comme un puissant milliardaire, mais comme un homme qui n'avait pas plié. Il refusa les interviews. Sophia aussi. La seule chose qu'ils acceptèrent, ce fut une petite conférence ouverte dans un club scientifique, à destination des étudiants, lycéens et jeunes analystes. Ce soir-là, Sophia monta sur scène devant des dizaines de regards. « Je ne suis pas douée pour les discours, commença-t-elle. Mais je veux être sincère. J'ai eu de la chance. J'ai rencontré quelqu'un qui a vu en moi non pas une enfant, mais une force. Et je veux que ça arrive à d'autres. » Elle releva la tête. C'est pourquoi James et moi lançons à fond. Il aidera les enfants dans des situations difficiles, mais qui n'ont pas abandonné. Nous chercherons ceux qui peuvent changer le monde si on leur donne une chance. Nous l'avons appelé simplement Phoenix. La salle applaudit, debout. Pendant ce temps, les autorités commencèrent à enquêter sur d'autres affaires. Il s'avéra que Blackwood et ses partenaires utilisaient depuis des décennies un système d'algorithmes défectueux non seulement pour détruire leurs concurrents, mais aussi pour provoquer la panique sur les marchés. Son arrestation fut le catalyseur d'une réforme dans la régulation du trading algorithmique. La Commission des valeurs mobilières déclara officiellement: l'algorithme conçu par Sophia est recommandé comme composant obligatoire dans l'évaluation des risques de toutes les grandes plateformes. Mais pour James, le plus important était ailleurs.
Il reçut une lettre officielle du tribunal. Le jugement approuvait la demande d'adoption de Sofia Ivanovna Tarnova par James Reynolds. L'enfant est reconnu comme sa fille à part entière. La décision entre en vigueur immédiatement. Il relut la lettre 3 fois, puis entra dans sa chambre. Sofia était absorbée dans sa tablette, l'écran affichait les flux financiers des dernières 24 heures. « Tu as de nouvelles » dit-elle sans lever les yeux. « Tu as reçu une lettre, et tu n'as pas pu t'empêcher de la lire à haute voix. »« Oui, sourit-il. Tu es devenue ma fille. Pour de vrai. Pas juste par la loi, mais pour de bon. » Elle hocha la tête, se leva, s'approcha et l'enlaça fermement, en silence. Ce n'était pas un geste d'enfant. C'était un geste adulte, réfléchi. Elle l'avait choisi. Comme lui l'avait choisi. Un mois plus tard, le Fonds Phoenix commença ses activités. Le premier programme, des bourses pour les enfants issus de milieux défavorisés ayant un fort potentiel en mathématiques et en analyse. Le deuxième, un cours d'éthique dans la finance numérique, où Sofia elle-même donnait des conférences. Elle ne savait pas encore exprimer pleinement ses émotions. Mais quand les enfants venaient la voir après les cours, elle rayonnait. « Je ne pensais pas que j'enseignerais un jour, disait-elle à James. Mais je crois que ça me plaît. Parce que tu ne fais pas qu'enseigner. Tu leur donnes de l'espoir. » Sarah partit en Suède. Elle refusa un poste dans une multinationale pour rejoindre le projet comme conseillère en sécurité. Tous les trois, l'ancien milliardaire, la fillette géniale et la programmeuse, formèrent le noyau d'un nouveau mouvement. Margarita fut arrêtée. Elle refusa de témoigner, mais parmi ses affaires on trouva des documents la reliant à un fonds secret qui gérait les informations sur les actifs de Blackwood. Son dossier fit désormais partie d'une enquête de grande ampleur. Un jour, en plein hiver, James se tenait à la fenêtre. Dehors, la neige tombait doucement. Sofia s'approcha et demanda « Tu regrettes ta vie d'avant » Il réfléchit. « Non. Parce qu'avant, j'avais tout, sauf le sens. Et maintenant j'ai un sens. Et ça ne s'achète pas. » Elle hocha la tête. « Alors la formule fonctionne. » « Quelle formule ? » « Celle de la justice. Où les variables ne sont pas l'argent, mais les gens. Où le résultat n'est pas un chiffre, mais des conséquences. Où la victoire n'est pas la vengeance, mais la réparation. » Il sourit. « Formule complexe, mais juste, dit-elle. Comme tout ce qui est vrai. »